billet publié sur Facebook qui m'a donné envie d'en jaser. C'est un billet de l'auteur et interprète Dominique Sassi. Dominique Sassi, on lui doit notamment le spectacle La République hip-hop du Bas-Canada qui a tenu l'affiche à l'automne dernier pendant à peu près 3 semaines au théâtre Premier Acte à Québec. C'est une comédie musicale rap qui s'est value de très, très bonnes critiques dans la presse généraliste, mais aussi dans la presse spécialisée. Et il y a une dizaine de jours, M. Sassi a publié un billet sur Facebook qui commençait par ces mots. La question qui me tue. Combien d'argent a reçu l'auteur de La République hip-hop du Bas-Canada, et moi, pour la diffusion de sa pièce? Réponse, plus ou moins $0. Et s'ensuit une espèce de cri du cœur pour un meilleur financement des arts. Dominique Sassi est avec nous aujourd'hui pour en parler, tout comme le metteur en scène de la pièce, Émile Beauchemin. Messieurs, bonjour. 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 Dominique, d'abord, pouvez-vous nous expliquer cette publication-là que vous avez envoyée sur Facebook il y a une dizaine de jours? Elle venait de quelle frustration, là? En fait, c'était le mot de l'auteur que j'avais déjà écrit dans le programme de la pièce qui a joué en octobre. Et elle vient d'une frustration par rapport au financement des arts en général, mais plus globalement encore, elle vient du fait que, à mon avis, l'argent est accaparé par les ultra-riches dans notre société actuelle. Et donc, oui, je dis qu'il faut un réinvestissement en culture, mais il faut un réinvestissement dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans plein de sphères qui est impossible, à mon avis, à cause de tout l'argent qui est perdu dans les paradis fiscaux, puis tout l'argent qui est pris de différentes manières, parce qu'on dit les paradis fiscaux, mais il y a aussi toutes les techniques financières qui sont rendues légales par nos gouvernements pour que les riches payent de moins en moins d'impôts. Votre publication est intéressante parce que là, j'ai juste lu le début, mais ça fait quelques paragraphes, puis vous expliquez un peu les circonstances dans lesquelles vous avez monté cette pièce, ce spectacle-là, créé ce spectacle-là, puis vous dites à un moment donné que vous avez eu peur d'avoir à éponger un déficit avec votre propre argent. C'est vrai, ça? Ouais, c'est absolument vrai. En fait, c'est Émile qui a trouvé beaucoup des solutions quand même qui ont fait que ce n'est pas arrivé. mais oui, il y a un moment où on était devant le budget puis on se disait, on pourrait être face à un déficit de $6,000 selon nos prévisions. Puis en tout cas, heureusement, on a beaucoup travaillé pour au final arriver à plus ou moins zéro. Mais ça, il faut le dire, bien sûr, c'est en payant les comédiens, comédiennes, en payant les concepteurs, conceptrices. Et dans la publication, je parle du fait que moi, j'ai pas été rémunéré, mais la directrice de production aussi n'a pas été rémunérée. Émile a été rémunéré pour une seule de ses tâches sur 4. Donc, tous les producteurs, on a vraiment fait le choix de se payer soit zéro, soit très peu. Vous n'avez pas été rémunéré, je vais revenir à vous, Émile, mais vous n'avez pas été rémunéré, puis vous donnez une idée des heures de votre vie que vous avez investi dans ce spectacle-là. Il y a la rédaction, vous avez écrit cette pièce-là, puis après, il y a la préparation du spectacle. C'est des centaines d'heures, là, non? Ah, ouais, c'est au moins... J'évalue de 400 à 600 heures. Et j'ai été payé à 2 moments. J'ai eu un petit cachet pour le mentorat, un petit cachet pour le Festival du Jamais Lu. Mais c'est tout. Sinon, à part ça, vous aurez rien rapporté à part ces 2 petits cachets-là? Non, c'est ça, exact. Ce qui revient à quelque chose comme, je sais pas, mettons $3 de l'heure, $5 de l'heure, probablement un peu moins que $5 de l'heure. Émile, vous êtes, dites-le moi si je me trompe, vous étiez metteur en scène de ce spectacle-là, mais vous étiez aussi producteur. Donc, ce que je comprends, c'est que Dominique et Émile, vous étiez tous les 2 producteurs. Pour les gens qui connaissent pas trop l'écosystème là, du théâtre, c'est quoi la job d'un producteur? Ça fait quoi un producteur? Très grossièrement, un producteur, ça produit un spectacle, c'est-à-dire ça ramasse l'argent nécessaire pour faire le processus de répétition, pour ramasser l'équipe. Ça réfléchit à l'ensemble du processus pour s'assurer que et ça finance l'ensemble du processus généralement pour qu'un spectacle puisse voir
la vie sur une scène. D'accord. Dans la publication, Dominique, vous dites que vous avez eu à couper dans les cachets, ça veut dire dans les cachets des gens qui ont participé à cette aventure-là avec vous, c'est ça? Ouais, ben, en fait, je vais juste globalement la situation, c'est que en effet, moi, j'ai pas été payé non plus pour aucune de mes tâches en fait sur la République du Bas-Canada. Puis je veux nommer que c'est quelque chose qui arrive relativement souvent. C'est pas exceptionnel là, ce qu'on a vécu. Dans le sens, ça arrive très souvent qu'une équipe de création est diffusée dans une saison théâtrale. Ça peut arriver, puis que l'équipe ne reçoit pas en partie leur financement ou des fois même une totalité. Nous, c'était dans notre cas, c'est une totalité. Même que notre compagnie, la Charpente des Fauves, qu'on gère aussi, on a fourni des espaces de répétition gratuitement, on a fourni de l'équipement, du matériel. Donc, au-delà de pas être payé pour la chose, on a même payé pour le produire. Ouais. Et donc, ça a comme créé une situation que nous, on tenait à ce que les personnes qui travaillent avec nous, qu'on engage dans le processus, qui n'ont pas le même attachement, par exemple, à nous qu'au projet, soient payés pour leur temps, leur implication. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais dans votre publication, Dominique, vous spécifiez que vous n'avez pas eu d'argent des Conseils des arts. Donc, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec vous ont pas donné d'argent. Est-ce que ça explique en grande partie l'espèce d'état de difficulté financière dans lequel ce spectacle-là a vu le jour? Ah ouais, c'est 100% ça, c'est 100% en fait, parce ça, que on a réussi à grappiller de l'argent à plein d'endroits, mais les sommes que les conseils des arts donnent dans un projet, généralement, c'est pour donner un exemple, c'est à hauteur de au moins 70, 75, 80% du budget. Donc, du budget d'une production. C'est colossal. Si t'as aucun des deux conseils qui t'appuient, ça va pas bien être financé officiel. OK, vous êtes tous les deux assez jeunes, mais vous avez de l'expérience dans le monde des arts. Est-ce que c'est fréquent, un refus comme ça des conseils des arts pour du financement? De plus en plus. De mon expérience, il y a eu quelques vagues de cet automne, là, surtout que les gens sont sortis publiquement pour dénoncer ça, des spectacles qui ont carrément été annulés. Je pense au Théâtre Prospero à Montréal, où il y a une compagnie qui s'est retirée à j'ai envie de dire quelques jours de la diffusion ou voire quelques semaines. Là. C'était vraiment très, très proche de l'ouverture du spectacle. C'est quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus dans nos conversations, qu'on entend du moins que les gens se disent si j'ai pas mon financement, je me retire. Mais moi, ce que je trouve que ça dit pas dans l'histoire, c'est que oui, on peut prendre la décision politique de se retirer, mais ça parle pas des personnes qui ont pris des mois de leur vie en fait pour travailler sur un show, puis même plus largement, qui ont refusé d'autres contrats pour travailler sur un spectacle. Donc, nous, on a pris la décision de pas annuler le spectacle. Ça a fait partie de nos conversations, là. Je veux dire, on voyait un déficit de 6 000 $. On se disait, ça n'a pas d'allure. On peut pas payer ça de notre poche, quoi qu'on le fait souvent, à plein d'égards, là. Moi, j'aime dire que je suis un professionnel bénévole ou un bénévole professionnel. Là, il y a beaucoup des aspects de ma vie, malgré que je gagne très bien ma vie à travers la culture, puis je suis très chanceux. Il y a beaucoup d'aspects de ma vie qui sont bénévoles et que, comme Dominique disait, qui sont à 3-4 $ de l'heure fréquemment. T'sais. Comment ça marche des demandes de financement auprès des conseils des arts? J'imagine qu'en amont, il y a beaucoup de paperasse. Et quand ils refusent, est-ce qu'ils justifient leur refus? Pas du tout. De moins en moins. Les demandes de financement au Conseil, il y a 2 paliers principaux, là, du moins dans les arts vivants. Là. Il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec et il y a le Conseil des arts du Canada. Ces 2 paliers-là ont diverses enveloppes pour des projets soit en création, soit en diffusion ou en reprise. Donc, c'est-à-dire qu'on peut financer différentes étapes d'un projet. Et autrefois, là, ça fait pas si longtemps que je fais ça. Je suis dans ma première décennie de carrière, on va dire ça de même. Au tout début, il y avait des commentaires du jury qui étaient octroyés. Donc, vous n'avez pas eu votre demande parce que, par exemple, votre budget était pas réaliste ou parce que c'était pas suffisamment bien défendu la démarche artistique. Mais maintenant, c'est assez catégorique qu'il y a aucun retour. Puis je pense, en fait, il faudrait quelqu'un de ces 2 paliers-là pour témoigner de la situation parce que
de ce que j'en comprends, ça rapporte à un manque d'effectifs, ça rapporte à des coupures aussi, j'imagine, de leur côté, mais ça veut dire aussi que les personnes qui créent n'ont pas de retour sur leur demande, puis ça crée aussi une espèce de feedback, on ne sait pas, donc on peut pas s'améliorer, et ainsi de suite. Et aussi, comme tu l'as un peu souligné dans ta question, oui, faire un dépôt au Conseil des arts du Québec ou du Canada, c'est beaucoup d'heures investies. Donc, c'est vraiment un travail en soi. Tous les dépôts sont... j'ai pas nommé le municipal là-dedans là, non plus. Là. Il y a la Ville de Québec qui octroie aussi, soit par l'entente de développement culturel ou Première Ovation, des enveloppes qu'on a eues en petite partie, là, surtout pour les périodes de recherche en création, puis qui nous ont permis de payer les conceptrices, concepteurs et les interprètes. Mais voilà, il y a aucune demande qui est pareille. Faut dire aussi. Donc, il y a eu des appels dans le passé pour uniformiser ces démarches-là, là, peu importe le palier, qu'on nous pose les mêmes questions, mais chaque palier ont leurs orientations, puis leurs orientations politiques qui orientent les questions qu'on nous pose. Donc, ça fait que, comme dit Dominique, beaucoup de travail est mis dans chaque demande individuelle. Chaque demande, ouais. Vous n'avez pas eu d'argent des conseils des arts. Par contre, vos députés solidaires, Sol Zanetti et Diane Grandmont, vous ont donné des sommes d'argent, c'est ça? Est-ce que c'est fréquent que des élus subventionnent comme ça directement des productions artistiques? C'est pas une subvention, c'est leur cachet discrétionnaire. Ah, pardon. Mais c'est des petites sommes d'argent, faut le dire. Là. C'est vraiment pas des grosses sommes. C'est plus symbolique, peut-être. C'est plus symbolique. Mais dans notre cas, on avait si peu d'argent que ça a quand même fait une différence, hein, même si c'était une petite somme. Mais oui, c'est assez fréquent, somme toute, que les œuvres vont chercher un certain cachet discrétionnaire. Puis là, c'est un peu technique ce que je vais dire, mais quand ils sont incorporés, parce qu'il y a que les OBNL qui peuvent aller chercher de l'argent. Ah, d'accord. Vous interpellez François Legault dans votre mot. Vous dites qu'il se bombe le chest en parlant de la culture québécoise, alors qu'il a coupé le budget du Conseil des arts de 23% en 2023. Plus généralement, quel est le message que vous voulez envoyer à la classe politique? De manière générale, vraiment, ça revient à l'argent va dans les poches des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Et il faut réinvestir justement en art, mais comme je disais, pas juste en art. Mais c'est sûr aussi que si on est fier de notre culture québécoise, il faut pas juste faire des publications où on dit qu'on lit des livres. Il faut aussi la financer parce que c'est ça qui fait une réelle différence, à mon avis. Émile? Je suis tout à fait d'accord avec Dominique. Puis, en fait, ça craque de partout en ce moment. Là, Moi, je parle souvent de la culture parce que c'est ce que je connais, puis c'est dans quoi je travaille, là, mais je pense qu'il y a des réformes généralisées là, qui doivent être mises en place dans le financement public, puis que les personnes qui en ont le plus besoin ont visiblement pas accès en fait au fonds en ce moment de nos gouvernements. Donc, autant en culture, je m'en tiendrai à ça pour de mon côté, là, mais je trouve que la situation est grave. Puis on a vu, autant qu'on a vu pendant la pandémie, une espèce d'injection d'argent pour sauver la culture qui a été très importante, qu'après ça, si on est largué, puis s'il y a pas si ces ressources-là ne sont pas renouvelées ou pas réfléchies dans la suite des choses, on est mal pris. Puis je pense que aussi la culture, ça va sans dire qu'elle est importante, mais on va pas s'en rendre compte tout à fait. On va pas s'en rendre compte tout de suite pendant qu'elle disparaît. Puis en ce moment, ce que je constate autour de moi, c'est des gens qui quittent le métier, qui vont faire autre chose, qui perdent espoir. Puis je pense que les effets de ça vont se faire ressentir pas immédiatement. C'est ça qui est dangereux. Donc voilà. C'est une mort en silence. Dominique Sassy, Émile Beauchemin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça aujourd'hui. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. L'émission qui porte sur les communautés noires d'ici et d'ailleurs et qui